Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau pour ces élections. Donc là, c'est la dernière liste, la liste Artisans en Action de Gabriel Foy. Donc il est 16h05. J'ai 4 personnes sur le plateau, donc c'est le maximum qu'on ait pu faire pour vous cette semaine. Donc au moins tout le monde est là, donc ça c'est une très bonne chose. Donc moi je mets, vous avez vu, j'ai commencé à donner des points. Donc voilà, donc un point parce que j'ai reçu tous les éléments quand j'ai demandé les éléments, et un point parce que pour une fois on commence l'émission avec les 4 intervenants, donc ça fait 2 points. Les autres c'est 1 et 0. Donc pour les 2 premières listes, ceux qui de ce côté-là n'étaient pas là et n'ont pas respecté leur parole, ils n'ont pas fait ce qu'ils s'étaient engagés à faire pour ces élections. Alors Monsieur Foy, bonjour. Avant de commencer l'émission, très rapidement, parce que j'ai entendu beaucoup de bêtises et beaucoup de fake news, je ne peux pas laisser passer bien évidemment des fake news à la télé comme ça. Donc on va passer une vidéo de la première fois où vous êtes venu sur le plateau. On va finir par arrêter de passer cette vidéo, puisque bon, à l'époque on a mis un système en place pour faire un bilan tous les ans, et après vous allez nous présenter votre plateau et on va pouvoir commencer sur des bonnes bases, histoire de rétablir un petit peu quelques bonnes informations. On revient tout de suite. On a un potentiel énorme, mais on peut très bien avoir 16 000 artisans, mais il y a les 3 quarts qui souffrent aujourd'hui. Oui. Et ça, nous devons être conscients que, avant tout, nous devons soigner les artisans. Quand je dis soigner, être plus proche des artisans. Être à l'écoute des artisans. Vous savez, l'artisan, quand il est dans son fourneau, tel qu'en boulangerie ou en pâtisserie, il est dans le pétrin, le charpentier ou le plombier qui est au travail, ils n'ont pas le temps de lire de l'actualité. Mais nous devons aller vers eux. Nous devons être à leurs écoutes. Et c'est pour cette raison que nous avons créé auparavant, et nous allons le remettre sur pied, des maisons de l'artisanat dans certains secteurs de la Guadeloupe, tel qu'un Petit Canal où il existe déjà, on va le réouvrir. À Vieux Habitants, on va le réouvrir, la maison de l'artisanat. À Marie-Galante, on mettra la Désirade, on mettra Terre de Haut, qui fera le lien avec Terre de Bas, pour justement être à l'écoute des artisans. La problématique aussi, c'est sur les marchés. Nous ne pouvons pas répondre aux marchés. Pourquoi? Et comme je l'ai dit en préambule, nous avons une problématique sur la garantie décennale. Donc aujourd'hui, la plupart des chefs d'entreprise ne peuvent pas répondre aux marchés publics, parce qu'ils n'ont pas cette garantie, ils n'ont pas les reins solides. Ensuite, troisièmement aussi, pour répondre à des marchés, il faut aussi avoir les reins solides. Je prends un exemple sur le CHU, il a fallu se battre pour que le BTP gagne des parts de marché, oui. Ce qui n'est pas normal. Non, ce qui n'est pas normal qu'aujourd'hui, surtout avec le nombre de chômage qu'on a. Quand je découvre que... Après aussi, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Le métier manuel a été tellement vilipendé. Oui. Aujourd'hui, être artisan, on te dit que ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas appris à l'école. Quand j'ai démarré la boulangerie-pâtisserie, on m'a dit que c'est un métier de voie de garage. Voyez? Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut que chacun se responsabilise aussi pour dire que l'artisanat, c'est un métier noble. Oui. C'est un métier d'avenir. On a l'URMA. C'est bien, ça porte bien son nom, ça porte que son nom, l'université des métiers. Nous devons augmenter le niveau de la formation en Guadeloupe. D'accord. Vous voyez, on arrête au CAP dans certains domaines, on peut faire la mention complémentaire. Et des jeunes partent. Pour finir leurs études. Voilà, je prends mon cas où chaque année, ça m'arrive d'avoir les 3 meilleurs apprentis parfois de Guadeloupe, mais c'est au grand regret qu'ils me disent, monsieur, je continue ma formation au CEPROC à Paris sans faire de publicité. Voyez? Et ces mêmes jeunes, ils restent au CEPROC à Paris, ils continuent leur formation à l'INBP de Rouen, ils deviennent majors et les grands groupes les récupèrent. Oui, et ils ne reviennent plus. Voilà. On a une université, c'est des impôts, ce sont nos impôts à Basse-Terre qu'on paye. Mais pourquoi ne mettons pas en place la mention complémentaire, le BTM, le brevet technique et maîtrise, ou le brevet de maîtrise, pour justement empêcher à ces jeunes de partir? Et aussi demander à la région et à l'État, c'est eux qui sont sur la formation, que chacun prenne ses responsabilités pour qu'on arrive à aider ces jeunes. On fait le nécessaire, on fait un exemple et vous allez voir si ça ne va pas fonctionner. Parce que je trouve quand même indécent que nous, Guadeloupéens, quand on va, sans les citer, on prend le bateau de croisière, on va à la Barbade, on va à la Jamaïque, on va à Sainte-Lucie, on va à tout près, là, à la Dominique, on ne voit pas de produits de Chine. Exactement. On voit que des produits de Dominique, de Barbade, etc. Des fois faits devant nous. Faits devant nous. Dieu seul sait, on a des artisans d'art. Il y en a. Ils sont dans les coins peut-être reculés de la Guadeloupe, mais ils sont présents. Ils sont bons.
Et ils sont bons. Et ils sont bons. Ce ne sont pas des manchots comme on dit, ils sont très très bons. Je connais un à Terre de Bas qui est exceptionnel, il me fait des sculptures de noix de coco. J'en ai vu un, sans faire de la publicité, à côté de Jimmy Bibrac à Bouillante, où il me fait des trucs avec la calebasse. Mais c'est des mecs, voilà, c'est des mecs qui ont des mains en or. Pourquoi ne pas valoriser ces gars-là? Normalement, ce sont ces gars qui doivent être devant, justement. Mais comment comptez-vous faire? Comment comptons faire? Effectivement, avec M. Claudius Barbin, qui justement notre représentant de l'artisanat d'art, on a eu une réunion avant-hier au CTIG avec le port, avec tout ce qui est produit duty free, pour leur demander que la problématique des taxis, c'est en voie d'être réglée. Maintenant, quand un touriste arrive en Guadeloupe, il faut qu'il y ait des artisans d'art de Guadeloupe, représentés par la Chambre des métiers, qui doivent être présents. Nous, on essaie de la Chambre des métiers, nous devons avoir une force pour dire stop. Nous sommes quand même plus de 16 800 artisans, et c'est pour ça que je demande à tout un chacun de se réunir, on va se rassembler en organisation professionnelle, j'insiste dessus, pour que demain, on soit une force et que personne ne peut nous dire non, vous n'entrez pas. Voilà. Et les hôtels, M. Fouet, est-ce que vous comptez faire aussi intervenir au niveau des hôtels? Il faut le faire parce qu'il y a quand même des fonds d'aide de région. Je prends le Club Med dernièrement qui a été inauguré. Effectivement, j'ai fait le tour, j'ai rien vu. La Creole Beach. La Creole Beach, c'est pareil. Donc, ce matin, j'étais avec M. Vial-Collet pour tout ce qui est sur les assurances. Nous serons amenés à travailler ensemble au niveau de la CCI. Nous demanderons à ce que les groupements hôteliers jouent le jeu pour qu'on expose nos productions locales, mais pas nos productions qui arrivent de Chine, qui arrivent de Panama ou de Costa Rica ou de République dominicaine. Production Guada. Alors voilà, donc Gabriel Foy, vous avez à cette époque, lorsqu'on avait fait l'interview, tout le monde a pu voir que ça date de 2019 au moment où vous êtes arrivé, vous aviez 8 apprentis. Vous faisiez aussi des formations pour les BTS MUC. Vous avez démarré à l'âge de 16 ans au CFA. Vous êtes même parti en France et vous avez décidé de venir vous installer en Guadeloupe et de travailler en Guadeloupe, de développer l'artisanat guadeloupéen. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement un bilan, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire votre bilan au moment où vous êtes parti, en 2 minutes. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan? Vous aviez beaucoup de projets. Vous avez mis, franchement, on dit un président, on voit quand il fait les choses dans les 100 premiers jours. Franchement, en 50 jours, vous avez mis beaucoup de choses en place. Est-ce que vous pouvez nous faire le bilan et ce qu'il vous reste à faire selon vous? Merci Sabine. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10 et bonsoir les artisans de Guadeloupe et de ses îles. Et je salue mes confrères, mes colissiers qui sont sur le plateau avec moi. Effectivement, en 2 minutes, mon ami Dominique aime bien dire oui, il me faut 10 minutes, mais bon, en 2 minutes, on va synthétiser. Ils vont parler tout à l'heure. Effectivement, donc en 2 minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas chômé. L'équipe qui m'a accompagné, les 8-9 élus qui m'ont accompagné dans cette aventure, on n'a pas chômé parce que quand on est arrivé, tout de suite, on a été sur le terrain pour comprendre ce qui se passait au niveau des artisans. On a visité 250 entreprises. Des communes excentrées de la Guadeloupe, en passant par Petit Canal, Anse-Bertrand, on a fait la Basse-Terre, on a fait Bouillante, on a fait Pète-Noire, on a fait les îles. Donc, on a beaucoup visité et le même constat était que les artisans souffraient de manque de communication, manque d'accompagnement, manque de structuration et surtout, beaucoup d'artisans n'étaient pas à l'ère du numérique ou même de la digitalisation. Donc, on a fait ce travail, on a été. Ensuite, on a, pendant la période de crise, parce qu'on était en crise, il ne faut pas oublier qu'en 2020, on était en pleine crise Covid, personne ne savait ce que c'était, donc il fallait s'adapter. Mais on s'est adapté. On a aussi créé le chèque artisan pays, où on a vu avec les 3/4 des communes de Guadeloupe pour permettre aux personnes défavorisées, telles que le CECAS, que la commune les accompagne à un chèque à hauteur de 100 €, comme un ticket restaurant. Et avec ce chèque-là, cet argent-là, les personnes défavorisées utilisaient ce chèque uniquement pour les artisans. Ça a très très bien fonctionné, ça a eu un succès d'ailleurs. Ensuite, il fallait aussi participer sur le côté administratif. Donc on a un petit peu réorganisé la Chambre au niveau du développement économique, donc être plus à l'écoute des entreprises. Et surtout, on a fait rentrer de l'argent dans les caisses. Et que je peux vous dire qu'à ce jour, la Chambre des métiers, sur le budget 2020, est excédentaire de 308 831 €. Le budget 2021 a été aussi validé. D'accord ? Le budget 2021 qui est à hauteur de plus de 7 millions d'euros. Donc,
le travail a été fait. Ensuite, la région nous a très très bien accompagnés. Je félicite le président de région aujourd'hui parce que dès notre arrivée où on avait été avec Mike, M. Étienne, M. Opé, mais toutes ces personnes qui nous ont accompagnés à la région nous devait près de 3,3 millions. Mais la région nous a accordé 2,2 millions. Donc on a fait rentrer l'argent dans les caisses pour nous permettre d'avoir un équilibre. Et les 1,1 million qu'on n'a pas reçu de la région, c'est tout simplement parce qu'avant notre arrivée, il y a une équipe qui était en place et qui avait envoyé à la région un fichier où c'était prévu 800 apprentis. Et à ce jour, à notre arrivée, on n'a jamais vu ces apprentis. On les a cherchés dans toutes les portes. On a ouvert toutes les portes de la Chambre des métiers pour trouver ces 800. On ne les a pas trouvés. Donc c'est pour cette raison que la région nous avait enlevé les 1,1 million. Donc on s'est retrouvé avec 2,2 millions. Pareil pour le loyer. Quand on est arrivé, on avait une dette de 1,5 million d'arriérés de loyer. Pareil, on a mis un moratoire en place avec le trésorier payeur, parce que sans ça, on n'aurait pas pu bénéficier des subventions de la région. Ensuite, il fallait baisser le loyer. Le loyer était à 500 000 € par année. La région, à mon départ, pareil, nous avait validé le loyer à 250 000 €. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui a été fait et tout. Malheureusement, on ne va pas revenir sur le passé, mais c'est vrai qu'on a fait, et je remercie ici ce soir les colistiers qui m'ont accompagné, Mme Doudou Diez, M. Barbin, M. Rodef, il faut les nommer parce que ce sont des personnes qui sont un petit peu parties à la retraite aujourd'hui. J'ai conservé les plus jeunes avec Mike, Karine et les autres, mais c'est vrai que je les remercie ces personnes-là parce qu'ils nous ont permis d'avancer, même si nous savions très bien que c'était compliqué. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai toujours dit, quand j'ai été élu président, on avait révoqué le président, l'ancien président M. Vainqueur, mais on n'avait pas révoqué le bureau. Et même si on peut être le plus beau, le meilleur, le plus fort, j'ai toujours essayé de rassembler, mais quand vous savez en face que vous avez des gens qui ne veulent rien entendre, parce qu'ils ont toujours estimé que je n'étais pas président parce que je n'avais pas été élu par mes pairs, mais c'est une démocratie, j'ai été élu normalement. Ce qui fait qu'ils n'ont jamais reconnu cela, et c'est pour cette raison qu'ils n'ont jamais voulu travailler. Et qu'aujourd'hui qu'ils viennent aux élections, je suis quand même surpris. Mais bon, c'est la démocratie et c'est seul l'avenir de le dire. Moi, franchement, moi je dis clairement déjà, il y a beaucoup de gens me reprochent d'avoir fait venir des gens qui étaient là depuis 15 ans. Donc ce n'est pas de ma faute. Moi, je donne la parole à tout le monde. Donc oui. Donc après, à vous de ne pas voter pour les gens que vous ne voulez plus voir. Moi, je ne peux rien faire je tiens à signaler que c'est la première fois que Gabriel Faure vient dans une élection en tant que tête de liste. C'est juste la première fois. Et je remercie les hommes et les femmes qui m'accompagnent, parce que ce sont des hommes et des femmes de valeur qui nous accompagnent dans cette belle campagne, parce qu'on veut vraiment changer la donne et vraiment mettre la Chambre au cœur des métiers de l'artisanat de Guadeloupe. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre plateau qui est là avec vous ce soir? Effectivement, donc à ma droite, c'est Mike Guillaume, qui est dans le BTP, qui est dans l'imprimerie. Ensuite, à l'extrémité, vous avez M. Dominique Virasamy qui n'est plus à présenter, qui fait aussi président du SNEC. Donc, vous voyez, nous nous sommes entourés de personnes quand même compétentes pour surtout répondre aux besoins des artisans. Et le confrère Jacques Zozo qui est aussi dans l'alimentation de la boulangerie-pâtisserie. Alors, vous nous avez envoyé votre programme, hein, donc ça fait du bien quand les gens envoient tout simplement leur programme, comme ça on peut lire, on peut regarder. Donc nous, il va s'afficher. Quels sont les grands axes que vous avez mis en place? Alors, tout d'abord, effectivement, nous avons, je dirais surtout mettre en avant la formation. Mais avant de mettre la formation, il faut surtout travailler pour les artisans. Dans le plan de relance que nous avions déposé à la région en 2020, nous avons été les premiers à déposer notre plan de relance à la région 2020. Et dans ce plan de relance, ce qui est très important, il y a la proximité. La proximité vers les artisans, pour justement mieux comprendre la problématique des artisans. Il y a des fonds qui seront alloués pour les artisans pour leur permettre de se développer, pour leur permettre de se réorganiser, de se structurer. Et avec ce plan de relance, les artisans seront mieux accompagnés. Un artisan qui est mieux dans sa peau, qui est mieux dans sa tête, qui est très bien organisé, tout naturellement prendra un jeune en formation. Donc, la formation aussi, c'est vrai que c'est notre dada, entre guillemets, parce que c'est quand même pas normal que nous avons 16 438 artisans et qu'aujourd'hui, nous n'avions que 375, voire 400 jeunes dans un CFA. C'est quand même pas normal. Donc,
La raison pour laquelle nous mettons notre point d'ordre au niveau de la formation, c'est parce qu'aujourd'hui, nous devons intéresser nos jeunes à voir différemment l'artisanat et l'artisan. Arrêtons de penser que l'artisan et l'artisanat, surtout l'artisan, c'est un métier de voie de garage. Ce n'est pas vrai. Et donc, avec la formation, c'est mettre en place des référents qui ont réussi pour montrer aux jeunes notre savoir-faire. Et nous en avons dans ce pays. Nous en avons beaucoup. Justement, par rapport au CFA, alors, parce qu'on entend beaucoup de choses, donc moi, je ne vais pas rentrer dedans sur tout ça, mais je vais juste vous poser une question. Est-ce que le problème, c'est pas plus au niveau de la chambre? Ça veut dire que, parce qu'au niveau du CFA, eux, ils font les cours pour les jeunes. Est-ce que le problème, c'est pas que nos artisans ne prennent pas suffisamment, justement, ces jeunes-là dans leurs entreprises, non? Alors, c'est vrai que on peut penser que c'est les artisans. Mais le problème est plus complexe que ça. D'accord. L'artisan, comme je le dis, il est au four et au moulin. Il n'a pas forcément le temps d'être maître d'apprentissage, de former un jeune. Parce qu'il est au taquet. Donc nous devons en fait expliquer à l'artisan les bienfaits de l'apprentissage. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose d'ancien en fait. Voilà. Donc l'artisan qui verra un jeune, il verra un jeune venir vers lui, serait intéressé, ben c'est bénéfique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'État accompagne énormément les chefs d'entreprise pour prendre un jeune. L'État paye la première année. Nous allons, à notre arrivée, demander à la région de prendre ne serait-ce qu'entre 40 à 50% sur la deuxième année. La région peut le faire. Ah, pourquoi? Parce que la région est quand même le premier organe pour former nos jeunes Guadeloupéens. C'est le responsable de la formation. Sur les territoires. Aujourd'hui, ils vont nous dire qu'ils n'ont pas les financiers. La région a collecté 289 millions d'euros sur l'année 2019. Les 189 millions que la région donne aux communes, eux, ils gardent 100 millions d'euros. Mais qui c'est qui collecte? C'est la région, certes, mais qui c'est qui envoie les TVA, les taxes, etc. Ben, c'est les entreprises. Et normalement, ces fonds-là étaient destinés pour l'économie. Donc, si la région joue le jeu, il doit jouer le jeu, ces 20 millions d'euros permettront à accompagner les entreprises qui vont prendre un jeune. Et comme ça, l'entreprise paiera que peut-être 50 à 60% de la deuxième année. Je prends un pari là ce soir. Si la région entre dans la danse, ce problème est réglé et on arrive à effectivement remplir ce CFA. On a 16 000 artisans. Donc, c'est quand même pas normal qu'on n'arrive pas à former nos jeunes, nos enfants de Guadeloupe. Et puis, ce sera intéressant pour la région, ça évite le chômage. Effectivement. Alors, est-ce que, parce que je vois que votre mousse est tombée, peut-être si vous pouvez nous expliquer pour l'accompagnement financier, peut-être? Tout à fait. Donc, je passe la parole à Mike Guillaume pour... alors, je pense que ce sera pour l'accompagnement financier ou le numérique. Ah ben, c'est comme il veut. Éventuellement. Donc, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Donc, en fait, concernant la partie numérique, aujourd'hui, nous voulons tout simplement aller sur deux points essentiels. La première chose, il s'agit en fait de la dématérialisation des actes administratifs. Les artisans ont beaucoup de difficultés aujourd'hui à se déplacer, à sortir de leur entreprise. Il existe beaucoup aujourd'hui d'entités publiques qui utilisent la dématérialisation. Donc nous trouvons aujourd'hui qu'il est nécessaire, plus que nécessaire, à ce que nous arrivions à vraiment dématérialiser tous les actes et qu'un extrait, par exemple, d'inscription, par exemple une inscription à une formation, tout un ensemble de choses, puisse justement se faire en ligne. Ça, c'est vraiment un point d'honneur en fait sur lequel nous aimerions en tout cas nous pencher. Et puis, en termes de digitalisation et de dématérialisation, nous allons mettre en place également, sur le deuxième point, une plateforme qui permet justement... Alors ça, vous en aviez parlé, voilà. Quand vous êtes d'ailleurs, je crois, je ne sais pas si c'est passé dans la vidéo ou peut-être pas, hein, parce que j'ai coupé beaucoup de passages, j'ai gardé que l'essentiel pour rétablir un petit peu quelques vérités. Et à la plateforme Zobré, c'est ce que vous vouliez faire en gros? On va dire que Zobré, c'est une ébauche. C'est une ébauche, puisque nous voulons aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il est tout à fait concevable que quelqu'un qui cherche un artisan ne puisse pas trouver cet artisan-là, d'une part, et que l'artisan, lui, qui cherche des clients, ne puisse pas, pour X raisons, avoir un site internet, et que derrière, l'un cherche et ne trouve pas,
et l'autre, pareil, de la même manière, se retrouve dans la même situation. Donc à développer au maximum, quoi. Donc aujourd'hui, nous souhaitons mettre donc en fait une plateforme hein, tout simplement, qui permettrait donc à toute la population, à partir du moment où il chercherait donc un artisan, qu'il soit en capacité de le trouver sur le site officiel de la Chambre de métier de l'artisanat. Ah, donc vous voulez améliorer le site de la Chambre. On veut créer une plateforme. Aujourd'hui, c'est vraiment une plateforme. Lorsque je dis plateforme, il ne s'agit pas tout simplement d'un site internet où on va trouver des informations. Il s'agit vraiment d'une plateforme interactive. C'est-à-dire vraiment une plateforme sur laquelle l'artisan pourrait avoir son site internet, donc pourrait mettre en avant son activité. Ses obrés, mais au-delà de ça, donc justement, au-delà justement de cette partie-là, il pourrait donc y avoir un certain nombre de choses, des notations, tout un ensemble de choses. C'est vraiment quelque chose. Vous pouvez peut-être partir, c'est ça. Une idée et peut-être la développer. Mais c'est ça. L'idée, c'est de partir d'une base. On ne va pas tout effacer et refaire tout ce qui a déjà été fait. Mais c'est surtout d'arriver au point où on souhaite arriver et on vise l'excellence. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin. Ça ressemble beaucoup justement à ce dont vous nous aviez parlé. Donc je me suis dit enfin, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, hein, ça a beaucoup avancé entre le moment où moi-même j'ai commencé les émissions. On en avait parlé. On avait des artisans qui se plaignaient tout le temps. Et votre arrivée, on voit quand même la différence. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Vous voulez dire encore un mot sur ça, sur le Non, pas particulièrement. Non. Alors allez-y. Je vous donne la parole. Bonjour. Moi, je vais continuer sur l'aspect financier. Ah bah, allez-y. L'aspect financier. Et il est important de savoir que dans la chambre de métier, il y a un triptyque. D'un côté, il y a la chambre de métier. À l'autre extrémité, il y a l'entreprise artisanale. Et au milieu, il y a le chef d'entreprise, qui est en interface avec les deux. Et si la chambre de métier n'est pas en bonne forme, l'entreprise ne peut pas fonctionner correctement. Ouais. Si l'entreprise n'est pas soignée, le chef d'entreprise ne peut pas générer de bénéfices pour jouer son rôle d'inversion de la courbe du chômage, parce que c'est aussi sa mission. Oui, parce que là, c'était pas ça, hein, c'est catastrophique. Et donc, dans cet aspect-là, il est important que lorsque le jeune chef d'entreprise arrive à la chambre, qu'il puisse connaître à fond dans quel statut qu'il veut être. Parce que quand on regarde ceux qui arrivent, ils vous disent, écoutez, je vais ouvrir une entreprise dans l'auto-entrepreneuriat. Mais, comme ce matin, j'ai eu à convaincre un jeune, puisque le volume de travail qu'il aura va lui permettre de dépasser, même si la loi Pinel a évolué jusqu'à 70 000 euros de chiffre d'affaires, mais je sens qu'en vitesse de croisière, il va dépasser ces 70 000 euros. Et donc, je l'ai plutôt orienté vers une SAS, une société par action simplifiée. C'est bien ça. Et donc, c'est notre rôle d'apporter à cette jeunesse les éléments nécessaires pour qu'il puisse concevoir le statut dans lequel il sera le plus à l'aise. Et avoir la bonne immatriculation dès le départ. Tout à fait. Parce que, deuxième chose, avant d'arriver sur l'aspect financier, deuxième chose, c'est qu'on n'apprend pas, même si on apprend aux jeunes à faire un budget, à faire une formation en gestion, mais on oublie de lui expliquer l'aspect cotisation sociale. Dans la cotisation sociale, vous avez, parce que c'est mon domaine, hein, puisque j'excelle contre les dysfonctionnements du RSI depuis bientôt plus de 7 ans, et donc c'est un domaine que je connais. Et je me suis aperçu, au-delà de mes enquêtes, que beaucoup de chefs d'entreprise payent les cotisations sociales, mais en fait, ils ne savent pas ce qu'ils payent. Il y a comment dirais-je, la part patronale pour l'entreprise d'une part, mais ceux qui payent le RSI, il y a la retraite, la complémentaire retraite, les indemnités journalières, les congés maladie, grossesse pour les femmes, puisqu'il faut savoir c'est notre combat qui a permis aux femmes artisans aujourd'hui de bénéficier d'apport financier lorsqu'elles vont accoucher. Avant, ça n'existait pas. Ben, merci. Et donc, il y a tous ces aspects-là. Et donc, ce sera notre rôle d'expliquer aux jeunes que quand vous allez ouvrir votre entreprise, vous aurez la partie fiscale à payer, mais vous avez la partie sociale. C'est la raison pour laquelle je me suis attaché depuis ces années à d'entretenir d'excellents rapports avec nos institutions, même si je les combats au national, mais pas au local, parce que eux, ce sont les administratifs qui sont là pour faire respecter les règles qu'ils reçoivent. Oui.
Donc, ils ne peuvent pas. Et c'est dans ce cadre-là que je salue la bonne entente que j'ai avec Mme Catherine Legeron, qui est directrice générale de l'URSSAF, Monsieur Véron, qui est directeur général de la Sécurité sociale. Je les ai appelés en plus aujourd'hui pour vérifier les informations. Et vous avez quelqu'un qui est dans l'ombre, mais qui fait un travail extrêmement compétent. C'est Monsieur Doctrové Jean-Qui, président de la Sécurité sociale, et son premier adjoint, son premier vice-président, Monsieur Montfort, hein, et la région et le département. Donc c'est important autour de Gabriel, qu'il y ait quelqu'un qui entretienne d'excellentes relations, parce que quand nous aurons à traiter les dossiers fiscaux et sociaux des chefs d'entreprise, nous savons quel téléphone, sur quel bouton appuyer. Au niveau de la particularité financière, la région a mis en place un dispositif financier pour permettre aux chefs d'entreprise de passer le filtre de la complication de la Covid. Mais malheureusement, ces personnes-là doivent avoir un chiffre d'affaires allant de 50 000 à 1 million d'euros. Or, 80% de nos entreprises sont des TPE et, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la loi Pinel, beaucoup d'entre elles ne dépassent pas 70 000 euros. Mais le problème, c'est qu'avec la dette sociale et fiscale dont ils sont pénalisés, puisqu'ils n'ont pas toujours payé tout ce qui s'ensuit, ils se retrouvent endettés. Ils sont en endettement social et fiscal, ils sont inéligibles aux prêts bancaires, inéligibles aux subventions régionales, inéligibles aux particularités de l'État, qui fait que la région a compris le message que nous avons envoyé et la région a voté, est en train de construire en ce moment un dispositif particulier. Et donc je salue M. Denis Céleste, hein, qui est à la région. Ils ont mis en place un dispositif particulier pour permettre à ceux qui justement sont dans la dette sociale et fiscale pour bénéficier de certains apports au niveau de la région et notamment pour acquérir du matériel. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous voulons avoir un travail efficace, il nous faut du matériel de bonne qualité. Parce que même la sécurité sociale donne du matériel ergonomique. Vous pourrez acquérir du matériel moins énergivore, du matériel sécurisant, et ce qui permettra au chef d'entreprise de faire du bon travail, ce qui permettra à l'employé de faire du bon travail, mais surtout l'apprenti. L'apprenti qui va rentrer dans des conditions optimales pour pouvoir exécuter le travail du patron. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en interface avec la région, le département et les avantages de l'État, je pense que les ingrédients sont là pour permettre aux chefs d'entreprise nouveaux, mais aussi le chef d'entreprise qui a 20 ans, 30 ans, parce qu'on a beau parler du jeune qui va arriver, mais moi, je considère le chef d'entreprise qui a 15, 20, 30 ans de la même façon, parce que ce chef d'entreprise qui va bientôt partir à la retraite, il va falloir qu'on s'occupe aussi de la situation de la retraite. Et c'est notre mission, avec Gabriel Foy, de l'accompagner dans nos expertises et nos expériences, hein, afin de lui apporter le maximum de nous-mêmes pour que le chef d'entreprise puisse transmettre au moins son entreprise en bonne santé. Bon, très intéressant ce que vous venez de dire. En plus, c'est très important puisque justement, il y a eu la fameuse grève il y a quelque temps pour cette histoire de moratoire d'artisans qui avaient des dettes. Allez-y. Alors justement, vous me tendez la perche et ça, je tiens à appuyer, à mettre le doigt sous la couture, sans faire jeu de mots par rapport à mon travail. Effectivement, il y a une personne sur une liste, hein, qui a bloqué la Guadeloupe avec ses amis pendant 48 heures, et je tiens à le dire. Et depuis, il a demandé aux élus de signer une lettre commune pour demander au gouvernement la suppression de la dette sociale et fiscale. Nous n'étions pas d'accord, hein, nous, mon association n'était pas d'accord, parce que nous avons toujours dit que c'est une erreur de demander en l'espèce la suppression de la dette sociale et fiscale, parce qu'il faut savoir que quand vous allez demander la suppression de la dette sociale, vous supprimez de facto les trimestres de retraite. Oui, mais donc ça sert à quoi? C'est tout, les personnes âgées, les femmes enceintes, voilà, les personnes malades. Ça sert à quoi de libérer? Nous qui travaillons, finançons les personnes qui ne travaillent pas. Ça sert à quoi de libérer la dette sociale et fiscale et que le chef d'entreprise, quand il part à la retraite, il n'a pas une bonne retraite? Donc, nous avons une autre méthode que j'espère qu'un jour, quand vous, avec votre autre émission Entreprendre, c'est quoi, c'est ça? Que vous allez m'inviter, comme ça j'aurai tout le loisir de pouvoir vous expliquer avec nos mots cette situation. Voilà. Et jusqu'à ce jour, cette personne n'a toujours pas rendu
de réponse à la population. Parce que je dis, il a bloqué la Guadeloupe. Donc la réponse, ce n'est pas pour les chefs d'entreprise, mais c'est pour la population guadeloupéenne. Et à ce jour, on n'a toujours pas de réponse. Bon, décidément, on se tend des perches mutuellement. Je n'avais pas prévu d'en parler tout de suite, mais comme vous avez ouvert le sujet, j'en profite pour m'engouffrer dedans. J'ai appelé les services de l'État pour vérifier les propos qui ont été tenus lundi sur ce plateau même. Donc on parle de M. Ramassamy. Tout le monde pourra revoir la vidéo qui m'avait expliqué que suite à cette manifestation, beaucoup de choses avaient été mises en place. Moi, j'avais déjà vu M. Gadarkan, d'ailleurs je lui en ai reparlé, qui m'a confirmé que ça ne fonctionnait pas. Donc j'invite tout le monde aussi à revoir cette vidéo. Ça s'est passé lors de l'investiture du président Harry Chalus. Et j'avais déjà eu des artisans qui n'étaient même pas au courant de ce procédé. Donc j'ai contacté les services de l'État pour savoir, donc j'ai posé 3 questions. Sommes-nous toujours sur le régime instauré des moratoires, donc 3 ans, ou bien les charges ont-elles été annulées? Donc non, les charges ne seront pas annulées, que ce soit clair. Donc ce que vous avez entendu, je vous confirme que c'est pas tout à fait ça. Donc non, pas d'annulation de charges. Le moratoire qui était déjà prévu, on sait tous, donc non, je reconfirme. Le ministre n'a pas, quand il a fait son tweet pour dire ce jour-là qu'il y avait un moratoire, c'était déjà le moratoire classique qu'on avait déjà. D'ailleurs, vous, Gabriel Foy, sur ce plateau, vous étiez déjà parti en lutte le jour où on a eu le ministre pour parler de cette histoire de charges, justement. Par contre, il y a des plans d'appurement qui sont mis en place pour les entreprises. Donc on les fera venir, donc comme ça ils pourront vous expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que beaucoup d'entreprises ont appelé donc les services de l'État pour bénéficier de ce dispositif? Donc la réponse est non. Et d'ailleurs c'est un petit peu la honte, parce que visiblement il n'y a pas non plus de ligne directe qui a été mise en place pour traiter ces dossiers. Donc c'est ce qui a été dit, comme quoi que ça ne fonctionne pas parce que c'est un système informatique. C'est tout à fait faux. Il n'y a pas eu de ligne directe qui a été mise récemment en place. C'est même le contraire. C'est-à-dire que suite à la grève, il y a une ligne directe. Je cite: seules les personnes qui étaient intéressées ont utilisé cette ligne. Donc comprendra qui voudra. Je cite, fin de citation. Donc j'inscris en faux les propos qui ont été tenus sur le plateau et je m'excuse puisqu'on ne fait pas passer de fake news sur Canal 10, où au moins on rectifie, on rétablit un petit peu la vérité. Allez-y, continuez, ou peut-être c'est tout. Non, je termine. Merci de confirmer que ça ne fonctionne pas, parce que nous, au SNEG, nous présentons nos dossiers, nous étudions nos dossiers, comptablement parlant et tout ce qui s'ensuit, et je peux vous garantir qu'avec les services de l'URSSAF, nous avons des réponses, et nous avons même, depuis que mon association existe, nous n'avons pas pléthore de dossiers, nous avons à peu près 70 dossiers que nous avons traités, et soit en arbitrage interne, ou soit au tribunal, nous avons un taux de réussite de 90%. Donc ça, au moins, c'est un résultat. Bon, voilà. Comme quoi, c'est pas celui qui parle le plus fort qui a forcément raison. Allez-y. Allez-y. À vous. Oui, bonsoir à la population, bonsoir à Canal 10. Donc, plus de 16 600 artisans en Guadeloupe. Nous, au sein des artisans en action, nous refusons la fatalité de penser que les jeunes Guadeloupéens sont vénéens et ne veulent pas travailler. Plus de 16 000 artisans. Souvent, près de 50% de ces artisans sont seuls dans leurs entreprises. Donc, nous avons mené... nous avons fait un certain travail, justement, et regardé comment nous pourrions éventuellement remédier à cela. Donc, on se dit aujourd'hui, il est important de pouvoir inscrire le jeune dans un vrai projet de vie professionnelle. Puisqu'aujourd'hui, il est question de la formation tout au long de la vie. Alors, aussi, je crois que c'est ici, il a été dit il y a 2 jours que voilà. Et donc vrai, mardi. Pardon? Mardi alors. Mardi, oui, voilà. Il faut tout vérifier, finalement, décidément. Non, je vais citer. Je vais citer maintenant. Que c'est vrai, Gabriel vient de dire, la région n'a jamais, l'État n'a jamais mis autant d'argent par rapport à l'apprentissage. Et M. Hubert rétorquait, le problème n'était pas mercredi. Là. Mercredi, le problème était que l'artisan, malgré tous ces aides, l'artisan ne prenait quand même pas ces jeunes en formation. Donc, on a compris qu'il y a un mal au niveau de l'accueil de ces jeunes au sein de la formation, de l'apprentissage. Donc, nous avons mené nos investigations par rapport à ça et nous pensons qu'en fin de compte, par rapport au référentiel de formation,
Et c'est ce que beaucoup d'artisans demandent, c'est que c'est souvent le comportemental qu'il faut revoir. Donc peut-être combiner les formations, mais pouvoir mettre le jeune dans ce vrai projet de vie professionnelle, pouvoir faire des sélections de jeunes, les inscrire dans une forme de formation pour soigner un peu le savoir-être, le savoir-être, et pouvoir apporter une certaine garantie aux artisans que le jeune qui viendra chez lui sera à même de pouvoir respecter son matériel. Donc par la suite, le jeune passe son CAP, par rapport au CAP, l'inscrit dans une mention complémentaire puisqu'on est dans une dynamique de formation tout au long de la vie, un projet de vie professionnelle. C'est une notion nouvelle que nous, des artisans en action, nous mettons aujourd'hui sur la table. Par la suite, on peut imaginer ce jeune faire une mention complémentaire pour augmenter son niveau de compétence, passer le BTM, le brevet de maîtrise en formation continue avec les services de la Chambre, avec le CFA comme il est convenu. Et en fin de course, pour les jeunes qui sont ambitieux, parce que bien entendu, on verra des jeunes arriver avec un projet à court terme, passer un CAP, avoir un emploi. Et je peux vous dire, et mon collègue Gabriel à côté, la boulangerie ici, aujourd'hui, en Guadeloupe, est demandeur et en manque de personnel constante. En plus, il y a beaucoup de choses à faire pour la boulangerie. Ne serait-ce que commencer à faire notre propre farine, par exemple. Ça pourrait être un truc à développer, ça. Voilà, on a fait un certain travail par rapport à ça. Et donc, le jeune qui voulait s'arrêter au CAP et travailler, ça serait très bien. Par contre, pour ceux qui sont plus ambitieux et qui voudraient continuer, on leur permettrait de monter en compétence le BTM, le brevet de maîtrise, et pour finir, en tant qu'artisan. Aujourd'hui, il faut savoir que près de 45% des artisans guadeloupéens ont besoin de partir à la retraite. Je peux vous dire, lorsque on prospectait pour l'élection, là, il y a 3-4 jours, j'ai rencontré un collègue très âgé, enfin même deux, on ne va pas citer de nom, et qui ne peuvent pas partir. Pour 2 raisons. Il y a un enfant à côté, mais il me dit, il manque de maturité. Mais vous voyez ici, on avait inscrit ce jeune dans ce projet de vie professionnelle. Après, mettre un tutorat en place, le jeune qui arrive, lui permettre d'être un conjoint associé. Il aurait pu faire la reprise et faire la transition. Un collaborateur associé plutôt. Et par la suite, le tutorat de manière à pouvoir lui permettre de reprendre les rênes de la société. Donc voilà un peu, pour nous aujourd'hui, une réalité, la réalité du terrain sur cet aspect qu'on voulait travailler. 16 000 entreprises, si on prend 20% des 16 000 entreprises, chaque personne prend un apprenti en règle et surtout on remplit le CFA. Donc là, ce qui est bien, ce que je reprends par rapport à Jacques, effectivement, un projet de longue vie. Ce qui veut dire qu'on arrive à la transmission. Ouais. Et la transmission, c'est quoi? Effectivement, aujourd'hui, le monde artisanat, l'âge, entre guillemets, des artisans d'aujourd'hui, c'est entre 50 et 55 ans. Dans 10 ans, il sera trop tard. Ouais. Donc, il faut tout de suite préparer la transmission. Les entreprises, les personnes qui veulent partir à la retraite, mais il faut qu'ils partent à la retraite avec un petit pactole. Donc, on estime leur entreprise et on fait la transmission via un jeune. On n'a rien inventé, ça existe déjà en métropole. Il faut le mettre en pratique en Guadeloupe. On n'a pas été habitué à vendre nos entreprises, mais quand on arrive à 65 ans, on n'a plus de la force, mais il faut savoir faire la transmission. Nos enfants ne veulent pas, mais un jeune, on doit inculquer ça dans la tête d'un jeune. Quand il sort à la chambre des métiers, lui donner l'envie, l'engouement d'acheter tout de suite une entreprise. Ouais, il a la capacité, il sera accompagné avec la région, il sera accompagné, ce qui est très important, avec les banques. Parce que les banques vont surtout voir le bilan de la société, qui est productif, donc qui veut dire permettre à ce jeune de tout de suite d'être sur le marché de l'emploi et d'être responsable. Et c'est ça la transmission. Donc nous devons aujourd'hui pérenniser ce transfert je ne dis pas des vieux, mais des personnes qui partent à la retraite vers les jeunes. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus le choix, parce qu'à ce rythme-là, il y a 3 ans, nous avions 19 000 entreprises. Aujourd'hui,
Avant la crise Covid, on était à peu près à 18 860. Ouais. Aujourd'hui, on est à 16 400. À ce rythme-là, on va descendre petit à petit. Et nous, aujourd'hui, ce que nous voulons mettre en place avec les artisans en action, c'est l'excellence. Le savoir-faire, l'excellence. L'excellence, c'est-à-dire que quand un jeune sort du cercle de la formation, mais il faut qu'il soit tout de suite excellent dans son domaine, donc augmenter le niveau de formation. Mais pareil, comme disait Jacques tout à l'heure, pour trouver des jeunes, ça vient aussi des organisations professionnelles. C'est l'offre qui fait la demande. Une chambre des métiers forte doit avoir des organisations professionnelles fortes. Donc aujourd'hui, les organisations professionnelles doivent faire la demande. Je constate qu'aujourd'hui, la Chambre se substitue aux organisations, propose, mais ce sont les organisations professionnelles. Et c'est pour cette raison que j'attire l'attention à toutes les organisations professionnelles. Nous n'avons plus le choix aujourd'hui de regarder, d'être président juste pour être président, pour faire valoir. Il faut travailler. Il faut travailler aujourd'hui. Il faut organiser les filières. Voilà, il faut organiser les filières. Très important l'organisation des filières parce que c'est dramatique. Moi, je ne comprends pas. Tout le monde veut être président, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a envie de travailler pour notre pays? Alors, toute la question est là. On a bien vu par rapport à ça. On n'est pas dans le flou, on est dans du concret. Nous sommes des hommes pragmatiques. De tout ce que je dis, ça existe déjà. Il va falloir juste une vision politique, mettre des choses en place. Pour ça, effectivement, on va mobiliser les artisans, qu'ils se regroupent. Et alors, je profite justement, pendant qu'on parle des organisations professionnelles, je pense, Gabriel, ça t'a peut-être échappé de le signaler. Les 3 autres candidats, il faut savoir que les métiers de l'artisanat sont organisés en réseau. Alors, on a au premier niveau, on a les entreprises, on a les syndicats professionnels qui sont organisés en confédération et qui sont chapeautés par l'UDP. Alors, peut-être vous allez pouvoir vérifier aussi cette information. L'UDP, novembre 2013, sacrifié mais pas indigné, l'UDP France a mis la France KO. L'activité artisanale, les taximans, tout le monde avait baissé rideau et on avait mis sacrifié pas indigné. Et donc c'est une véritable force. Et ce que je voulais signaler, les autres candidats veulent se battre pour aller dans l'institution qui est la Chambre de métier. Alors que les 3 candidats tout à fait sont présidents de confédérations et ont été, pour une bonne partie, administrateurs de l'UDP ou présidents d'organisations professionnelles. Et un véritable pouvoir qu'ils n'ont pas utilisé. Alors qu'à ce niveau-là, on se doit d'être proche des artisans. C'est exactement ça. Donc, voilà. C'est exactement ça. Réactiver toute cette filière, faire à l'artisan comprendre qu'en fin de compte, au-delà de l'entreprise, il y a un enjeu sociétal et patriotique guadeloupéen de notre territoire. Là, il faut s'y mettre là. Il y a trop de chômage. La Chambre des métiers, pendant ces 10 dernières années, c'était la catastrophe. Je crois qu'à partir du moment où on pourra rassurer l'artisan sur la qualité du jeune qu'on envoie chez lui, on pourra mettre un certain nombre de garanties. Alors, il y a des conventions... Il n'y a pas que ça. Donc, c'est vrai. Donc, d'ailleurs, j'en parlais cette semaine. Alors, juste une petite chose avant de finir. Allez-y. Il y a des conventions à mettre en place, mais surtout, apporter... Alors, on dit, ce que vous n'avez pas dans votre conscience n'existe pas. Apporter les métiers dans les écoles, dans les lycées, pour que les enfants voient, touchent. Parce que tout ce qu'un artisan, allant du ferrailleur, il le sublime. Et je crois que c'est ce côté sublimation qu'il faut faire valoir aux gens, donner vie aux choses. Je crois qu'on doit pouvoir susciter des vocations et nos filières seront remplies de choses. C'est pour ça que les artisans en action, c'est ce qu'on veut mettre en place. Vous voyez, on n'a rien inventé, c'est la passion qui parle, que ce soit M. Zozo, que ce soit M. Virasamy, que ce soit Mike et les autres colistiers qui nous accompagnent. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler vrai, pour dire des choses concrètes que nous vivons tous les jours. Comment voulez-vous que vous êtes président d'une organisation professionnelle, je dirais même de l'UDP, c'est-à-dire que l'UDP a un pouvoir tel qu'il est aussi important que la chambre consulaire et que vous n'avez pas été en capacité
de justement monter au créneau pendant la crise et qu'aujourd'hui vous voulez donner des leçons. Je pense que, bon, on ferme la parenthèse, mais c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est pareil, on parle de la formation, on parle de l'apprentissage. Mais si chacun des candidats avait un apprenti chez eux, je pense qu'on commencerait par donner l'exemple. Oui, très d'accord. Je veux bien qu'on vienne gérer une chambre des métiers, mais on n'est pas en capacité de prendre ne serait-ce qu'un jeune dans son magasin, dans son entreprise. L'exemple vient d'en haut, je crois. Mais je pense aussi. Donc c'est ce qui est important aujourd'hui à dire pour les artisans. Ne faisons pas fausse route. Ne faisons attention. Nous n'avons plus le droit de jouer. Les jeunes nous regardent, la Guadeloupe nous regarde, les artisans nous regardent. On a perdu trop de temps. Il y a eu assez de désordre. La Chambre, c'est une belle institution. Nous avons des agents formidables dans cette Chambre. Nous avons un personnel professionnel. Et je leur tire un coup de chapeau. Pourquoi ? Avoir 5 présidents en 5 années, ça n'a jamais existé dans la France métropolitaine. C'est vraiment la honte. Jamais existé. Donc, aujourd'hui, quand j'entends les autres... tous les Guadeloupéens, même ceux qui ne sont pas des artisans. Ah non, mais c'est... Voilà. Donc, aujourd'hui... Même ceux qui vivent... Enfin, c'est la honte pour tout le monde. Mais c'est la honte. Quand je vois les ennemis de hier sont des amis d'aujourd'hui, ils s'embrassent. Attendez, je crois qu'on en a eu assez. Cette Chambre a trop souffert pendant les 5 dernières années. Et surtout... La Chambre des métiers fonctionne. Là où ça blesse un peu, où il faut revoir, c'est la partie formation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons les moyens de résoudre ce problème avec l'accompagnement des politiques pour régler cette problématique. Une fois que cette problématique est réglée de formation, ça ira mieux. Je vous parie que ça ira mieux parce qu'il y a un travail formidable qui a été fait pendant notre mandature, notre courte mandature. Même après, l'équipe qui est en place continue le travail. Donc, continuons dans cette lancée et faisons de la Chambre des métiers le premier pourvoyeur d'emploi de Guadeloupe. Nous en sommes qu'à la 3e place. Ouais. Nous devons retrouver la première place. Rapidement, 30 secondes parce qu'après j'ai une question. Oui, très rapidement, dans le prolongement de ce que disaient mes collègues, la mission d'artisans en action ne s'arrête pas seulement à la formation ou à l'aspect financier. Nous allons, je l'ai dit tout à l'heure, soigner l'entreprise. Et donc, ça passe notamment par la question du RSI devenu la SSI, qui est une tyrannie pour les chefs d'entreprise. Mais nous avons aussi l'eau, la question de l'eau dans l'entreprise, puisque nous avons à côté de nous 2 boulangers, nous avons d'autres personnes qui utilisent l'eau au quotidien. Quand il n'y a pas d'eau dans l'entreprise, l'entreprise est obligée de fermer son outil de travail. Et pour autant, même s'il libère le personnel, il est obligé de payer l'encours de la journée, alors qu'il n'a pas de bénéfice. Il y a aussi les sargasses. Nous faisons un petit clin d'œil, Gabriel, à notre ami Moïsan de Capester de Mariganotte, ce sont des chefs d'entreprise qui vivent un enfer par rapport aux sargasses. Il va falloir développer une filière sur ça. Voilà. Nous avons aussi le travail dissimulé. Il faudra bien un jour qu'on s'y colle, parce que c'est un véritable drame pour nous, les chefs d'entreprise, alors que nous acquittons de nos obligations administratives. Il y a aussi nos amis roulotiers, ceux qui ont des roulottes sur notre Guadeloupe, qui ont un véritable problème. Notamment, on doit régler un problème sur les roulottes de Basse-Terre, parce qu'il y a un problème au niveau du compteur d'EDF. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de sanitaire. Donc là, nous allons nous pencher correctement là-dessus. Et je voulais terminer par un aspect qui m'intéresse. Dans le BTP, il est important que nous puissions vérifier que les règles édictées par la France et même par l'Europe soient respectées. Imaginez-vous que sur des marchés qui ont été donnés par des Italiens à des Italiens ou des Portugais, il y a ce qu'on appelle la clause Molière. La clause Molière, c'est une clause qui oblige celui qui est sur le territoire d'avoir des ouvriers qui savent comprendre et parler la langue du pays. Ce qui n'est pas le cas. C'est une question de sécurité par rapport aux ordres qui sont donnés pour éviter des accidents. Et il faudra aussi se pencher sur le fait que la cotisation sociale de ces ouvriers sont payées dans leur pays d'origine alors qu'ils travaillent sur un territoire français. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il va falloir voir. Effectivement, donc moi j'avais une question, mais très bon dossier, on va faire une émission dessus. J'avais une question, oui, donc il n'y a pas que l'aspect avec les jeunes. C'est vrai que moi, avant, parce que la Chambre des métiers, ça a toujours été une galère, donc même avant, il y a 3 ans, quand j'ai commencé cette émission, c'était déjà la catastrophe, bien avant votre arrivée, on espère. Après, c'est les artisans qui décident, moi je ne peux que leur donner les informations. Mais, donc oui, il y a des artisans qui nous disent qu'il y a un problème, ils ont peur par rapport à la sécurité, comme vous avez dit, donc c'est vrai qu'il faut sécuriser pour le matériel, mais il y a aussi le paiement des aides, c'est-à-dire que
beaucoup trop d'artisans ont pris des apprentis. Je me souviens qu'on avait fait une émission spéciale pour les métiers, pour les coiffeurs, et ils n'ont jamais été payés. Et ça, franchement, c'est quelque chose... Et ça, c'est la chambre. C'est le rôle de la chambre. Donc, il y avait un problème. Est-ce que vous avez une réponse sur ça? Allez-y. Alors, c'est une très bonne question. C'était avant votre arrivée, parce que oui, je sais. J'ai beaucoup tapé du poing sur la table parce que à l'ancien président... Une minute. À l'ancien président, on avait... Moi, à titre personnel, j'avais 41 840 € d'arriérés de frais d'apprentissage que je n'avais pas perçus. C'est pas forcément la Chambre des métiers. La Chambre des métiers transmettait les éléments à la région et c'est la région qui payait. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Pourquoi? Parce que maintenant, ce sont les OPCO qui ont pris le relais. Les OPCO EP. Donc, c'est maintenant le chef d'entreprise qui prend un jeune. La Chambre des métiers fait la transmission et c'est toi-même le chef d'entreprise qui fait ta déclaration. Ensuite, tu reçois une partie sur SILAE, tu fais tes éléments, tu rentres tes éléments, tu envoies pour ton expert comptable et tu es payé. Donc, je le fais depuis 2020, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de retard aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, on a souvent mis le doigt sur la Chambre des métiers, mais la Chambre des métiers transmettait les éléments à la région et c'était la région qui devait payer les entreprises. Donc, on a bien fait. Donc, je sais que ça a été réglé depuis quelques années, mais je peux vous dire que les 41 000 € que la région me devait au temps du président Lurel, j'ai dû récupérer une partie et j'en ai perdu 12 000 €. Ouais. On a bien fait de poser, le jour où on avait Thomas Courbe, la première question qui était: que faites-vous pour les entreprises qui travaillent avec les collectivités territoriales et qui ne sont pas payées? Donc maintenant, tout ceci aussi, c'est réglé. Alors, 30 secondes, parce qu'il y a Chicanos qui arrive. Et vous savez que les Guadeloupéens adorent les Chicanos. Ce qui est très important, je dirais ce soir aux artisans, faites le bon choix, votez pour les artisans en action. Et faites le vote par électronique parce que nous savons très bien que depuis quelques jours, il y a un vrai problème. Il y a beaucoup d'artisans qui n'ont pas reçu leur bulletin de vote. Donc, si vous n'avez pas reçu votre bulletin de vote, très important, appelez, faites le mail élection au pluriel @cmguadeloupe.org pour justement vous demander votre matériel de vote et surtout faites le vote par électronique pour mieux sécuriser parce qu'aujourd'hui nous avons énormément de problèmes sur le terrain. Les artisans n'ont pas reçu les enveloppes. Je peux vous dire moi-même, j'ai 3 entreprises, je n'ai pas reçu mes enveloppes ni à Abemao, ni au Gosier et ni à Pointe-à-Pitre parce que je ne les ai rien reçus. Donc j'ai dû faire appel à la région, à la préfecture pour récupérer mon matériel de substitution, ce qui n'est pas normal. Non, c'est pas normal. Nous sommes très honteux qu'on ait déjà des facteurs à adresser dans ces élections. Faites attention, votez par la voie électronique, c'est plus sécurisé. Merci en tout cas aux artisans, faites le bon choix pour les artisans en action. Et puis merci à vous Sabine de nous avoir conviés pour ce débat. Pas de souci. Cet échange, pardon. Bon, pas de souci. Voilà, vous avez eu les 4 listes. Vous pouvez revoir les débats sur la page de Canal 10 ou bien sur le YouTube de Canal 10. On a créé une adresse, une nouvelle adresse sur les réseaux sociaux. Donc c'est @artisan971, donc artisan au singulier ou #artisan971. Vous pourrez poster tout ce que vous voulez dessus, vos créations. Vous pouvez faire des posts et vous mettez ça sur les réseaux sociaux. On est suivi par CMA France. Je vous avoue que j'ai pas publié les élections parce que voilà, j'ai voulu garder vraiment cet espace pour vous de manière à ce que vous ayez vraiment de jolies choses qui soient sur les réseaux sociaux de ce côté-là. Donc vous pouvez par contre retrouver les émissions de la Chambre des métiers de l'artisanat. Comme vous savez, nous avons eu le président de la transparence, donc on avait commencé à mettre ça en place et nous avons continué dessus. Donc le prochain président de toutes les façons continuera dans cette optique. Je laisse la place à Chicanos qui est déjà arrivé. Bonne semaine à tous. On se retrouve lundi pour une nouvelle saison de la série Entre Proms. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.